Nous sommes ici pour disséquer le phénomène philosophique de la façon dont une société en vient à vénérer exactement ce qui la détruit, sa propre médiocrité élevée au pouvoir absolu. Le dernier stade de la bêtise n'est pas individuel, il est systémique, collectif, irréversible. Et vous êtes déjà dedans. Le système moderne fonctionne selon une logique que personne n'admet, mais que tous reconnaissent. L'incompétence est plus sûre que l'excellence, parce que l'homme véritablement capable questionne, pense par lui-même, menace les hiérarchies établies. L'homme moyen, en revanche, suit. Il ne vient pas avec des réponses qui défient le pouvoir. Il vient avec des questions qui réaffirment ce qui existe déjà. Observez le phénomène dans les entreprises, les gouvernements, les institutions. Les médiocres montent en grade tandis que les brillants stagnent, parce que l'excellence est gênante. Elle exige que les systèmes changent, que les vieilles pratiques soient remises en question, que la hiérarchie justifie sa propre existence. Le médiocre, non. Il est là pour administrer, pas pour transformer. Administrer signifie conserver. Conserver signifie un pouvoir perpétuel pour ceux qui détiennent déjà le pouvoir. L'histoire du capitalisme moderne est l'histoire de la monétisation de la médiocrité. Nous ne parlons pas d'hommes incompétents par hasard, nous parlons d'une sélection systématique. Les systèmes de pouvoir apprennent à identifier et à promouvoir exactement ceux qui ne possèdent pas la capacité intellectuelle de remettre en question les systèmes eux-mêmes. C'est une sélection darwinienne à l'inverse. Ne survivent pas les plus aptes, mais les plus domestiqués. Pensez à la façon dont fonctionne une pyramide organisationnelle réelle. Au sommet, vous ne trouvez pas les meilleurs penseurs de l'entreprise. Vous trouvez le meilleur politicien, celui qui a su naviguer entre les factions, faire la bonne alliance, dire ce qui devait être dit, rarement le plus compétent, fréquemment le plus manipulable, fréquemment le plus médiocre qui a réussi à paraître exceptionnel grâce à la rhétorique et au timing. Schopenhauer l'a profondément compris. L'intelligence médiocre opère avec des concepts, l'intelligence supérieure avec des intuitions. Or, si le système ne récompense pas l'intuition, mais la conformité, s'il ne recherche pas la profondeur mais l'obéissance, alors la sélection naturelle des institutions humaines devient plus on est médiocre, plus on est promouvable. Moins on est contestataire, plus on est en sécurité. Moins on est capable de penser au-delà des limites établies, plus on est précieux pour préserver ses limites. L'ascension du médiocre n'est pas un accident. C'est une conception. C'est une ingénierie sociale si parfaite qu'elle ne ressemble même pas à de l'ingénierie. Elle ressemble à du mérite. On dirait que les meilleurs sont montés, alors qu'en réalité, ce qui est monté, c'est le moins menaçant, le plus facile à contrôler, le plus incapable de reconnaître sa propre incapacité. La bêtise élevée au pouvoir ne vient jamais avec l'humilité d'admettre que c'est de la bêtise. Elle vient vêtue de réalisme pratique, de bon sens, de sagesse populaire, et c'est exactement ce qui la rend irrésistible. Il existe un moment où la stupidité cesse d'être un défaut individuel et devient une méthode gouvernementale. Ce n'est pas de la négligence, c'est de la politique. C'est reconnaître qu'une population ignorante est une population obéissante, qu'une masse sans capacité d'analyse critique est une masse infiniment malléable. Le leader incapable comprend intuitivement, même s'il ne peut pas l'articuler, un principe pervers. Il ne peut pas gouverner par la raison, alors il gouverne par l'émotion. Et pour gouverner par l'émotion, il a besoin que la population soit de plus en plus émotive et de moins en moins rationnelle. Ainsi, la désinformation n'est pas un sous-produit de son gouvernement, c'est son gouvernement. L'ignorance n'est pas un effet secondaire, c'est l'outil. Quand le leader idiot prend le pouvoir, il fait quelque chose de très spécifique. Il simplifie l'intolérable complexe jusqu'à la banalité. Il prend des problèmes qui exigent une analyse multifactorielle, économie, géopolitique, écologie, et les réduit à des narrations primitives de bien contre mal, nous contre eux, ennemis contre amis. Cette réduction n'est pas une simplification innocente, c'est une stratégie. Parce que plus la narration est simple, moins elle exige de réflexion. Moins elle exige de réflexion, plus on y croira. Et plus on y croira, moins on remettra en question sa propre incapacité à gouverner. La stupidité devient auto-entretenue, le système où l'incompétent gouverne par la perpétuation de l'incompétence collective. Dietrich Bonhoeffer, observant ce phénomène dans un contexte extrême,
À noter, la stupidité ne peut être surmontée que par l'action, jamais par l'argument. Et voici le point crucial. Au moment où la stupidité devient un pouvoir institutionnel, il n'est plus possible de la vaincre avec des arguments. Parce que les arguments présupposent une population capable de les recevoir. Quand cette population a été délibérément désinformée, aucun argument ne pénètre. Le spectacle fonctionne ainsi. Le leader incapable parle beaucoup, pense peu. Ses déclarations n'ont pas besoin d'être cohérentes. Elles doivent être mémorables. Ses gestes n'ont pas besoin d'être significatifs. Ils doivent être visibles. Son incompétence n'a pas besoin d'être cachée. Elle doit être réinterprétée comme ne pas être politiquement correct, comme dire la vérité, comme être authentique. Et ici se produit quelque chose de philosophiquement perturbant. La population commence à confondre l'incompétence avec l'honnêteté. Le leader qui ne parvient pas à structurer un argument complexe est interprété comme n'étant pas trop sophistiqué. Celui qui manque de nuances est vu comme clair et direct. Celui dont l'ignorance est flagrante est célébré comme un des nôtres. La stupidité, lorsqu'elle est élevée au rang de gouvernement, non seulement se perpétue, elle l'institutionnalise. Elle crée des systèmes éducatifs qui découragent la pensée critique, des médias qui récompensent le sensationnalisme plutôt que l'analyse, des politiques qui favorisent la loyauté plutôt que la compétence, un cercle vicieux où l'incompétence du gouvernement justifie la méfiance envers la compétence, où l'échec institutionnel alimente le scepticisme radical qui empêche l'action collective coordonnée. Le plus effrayant dans cette équation n'est pas l'idiot au pouvoir. Des idiots, il y en a toujours eu. Ce qui est nouveau, ce qui est moderne, ce qui est vraiment perturbant, c'est l'enthousiasme collectif dans sa défense, la célébration en masse de sa propre asservissement, l'adoration volontaire de celui qui les maintient délibérément ignorants. Il y a une psychologie profonde ici qui transcende la politique. Il existe un confort à admirer quelqu'un qui ne nous défie pas. Si vous trouvez un leader qui parle comme vous, qui pense, ou plutôt ne pense pas comme vous, qui reflète exactement votre niveau de compréhension, alors vous n'avez pas besoin de grandir. Vous n'avez pas besoin de vous remettre en question. Vous pouvez simplement projeter votre propre médiocrité sur une figure de pouvoir et l'appeler identification. La psychologie des masses opère ainsi. Nous n'admirons pas nécessairement celui qui est meilleur que nous. Nous le haïssons souvent pour cela. Nous admirons celui qui est comme nous, mais avec du pouvoir. Celui qui valide notre propre manque de pensée comme sagesse pratique. Celui qui transforme notre paresse intellectuelle en vertu. C'est un mécanisme de défense massif et collectif. La population ressent, même inconsciemment, sa propre incompétence. Et au lieu de travailler à la surmonter, elle projette cette incompétence sur un leader et l'aime pour cela. Il incarne ce qu'ils sont, mais institutionnalisés. Et dans cet acte d'adoration, ils parviennent à éviter la douleur de confronter leur propre médiocrité. Le populisme ne naît pas de l'intelligence des masses. Il naît de leur paresse intellectuelle. C'est l'offre d'un marché. Vous n'avez pas besoin de penser, je pense pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être compétent. Je serai incompétent d'une manière qui ressemble à de la compétence. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer. Je vais valider votre état actuel et l'appeler une force. Et les masses acceptent parce que c'est infiniment plus confortable que l'alternative. L'alternative exigerait un auto-examen, exigerait d'admettre des failles personnelles, exigerait l'inconfort de la croissance. Il est beaucoup plus facile d'adorer un idiot charismatique que de travailler à cesser d'être un idiot. Voici le point crucial. Le système devient auto-entretenu. Le leader incapable n'a pas besoin d'être brillant pour maintenir le pouvoir. Il a juste besoin d'offrir une validation. Il a juste besoin de faire en sorte que ces masses se sentent comprises dans leur médiocrité. Et plus il le fait, plus il s'enracine, parce que toute critique est interprétée comme de l'élitisme, comme du dédain pour les gens ordinaires. Vous voyez le lien. Le leader ne gouverne pas malgré son incompétence. Il gouverne à travers elle. Sa propre incapacité est la colle qui le lie au pouvoir populaire. Toute démonstration de compétence le distancerait de ses bases. Toute complexité le rendrait suspect. Sa force est d'être moyen, d'être prévisible, d'être une projection parfaite du peuple qu'il adore. Il y avait une croyance naïve au siècle dernier, celle que les sociétés évoluent vers la méritocratie, que le meilleur monte, que la compétence est récompensée, que la stupidité est naturellement éliminée par la sélection.
C'était une croyance basée sur des interprétations erronées de Darwin et une confiance exagérée dans le progrès linéaire. Mais il existe un phénomène opposé que personne n'a prévu, l'inversion systématique des valeurs. Quand l'ignorance devient un symbole d'authenticité, quand l'incompétence est réinterprétée comme un manque de prétention, quand la stupidité devient un insigne d'appartenance, à ce moment-là, non seulement la méritocratie meurt, elle est inversée. Les compétents commencent à être persécutés activement. Pensez à ce qui se passe dans une société où l'intelligent est ridiculisé, où celui qui questionne est catégorisé comme un traître, où l'expert est déconsidéré comme un intellectualiste. Dans ces contextes, la compétence cesse d'être un avantage évolutif. Elle devient un désavantage social. Les intelligents se voient forcés de feindre la stupidité juste pour survivre socialement. C'est un type spécifique de darwinisme inversé. Ce n'est pas le plus apte qui survit, c'est le plus conformiste. Pas celui qui contribue le plus à la société, celui qui menace le moins le pouvoir. La sélection naturelle des institutions devient « moins tu questionnes, plus tu es en sécurité, moins tu penses, plus tu es accepté, plus tu es moyen, plus tu es promouvable ». Le phénomène est si brutal qu'il a des conséquences réelles. Les meilleurs scientifiques quittent leur domaine par manque de financement destiné à la recherche populacière. Les penseurs les plus profonds sont réduits au silence, tandis que des influenceurs médiocres amassent des millions. Les institutions éducatives cessent de produire des penseurs et passent à la production de conformistes. La médecine cesse de guérir et passe à la médicalisation. La politique cesse de gouverner et passe à l'espectacularisation. Et dans ce processus, il se produit quelque chose de particulièrement pervers. Le langage même de la critique est coopté. Vous ne pouvez pas critiquer l'incompétence sans être accusé d'élitisme. Vous ne pouvez pas exiger de la compétence sans être vu comme arrogant. Vous ne pouvez pas remettre en question le système sans être catégorisé comme un ennemi du peuple. Le vocabulaire même de la critique rationnelle est délégitimé. Dietrich Bonhoeffer a observé ce phénomène dans son contexte. La confusion du langage devient confusion de l'esprit. Et c'est exactement ce qui se produit. Lorsque le langage est capturé, lorsque la compétence est redéfinie comme arrogance, lorsque la vérité est redéfinie comme narrative, lorsque le fait est redéfini comme opinion, alors la possibilité même de pensée critique est éliminée. La méritocratie ne se contente pas de mourir, elle est enterrée. Et sur sa tombe, on construit un système où les incompétents prospèrent parce que leur incompétence est le garant de leur loyauté, de leur prévisibilité, de leur utilité pour ceux qui détiennent véritablement le pouvoir. Il existe une catégorie spéciale d'incompétents, celui qui possède un charisme sans substance, une voix sans contenu, une présence sans profondeur. C'est le genre d'idiot qui non seulement monte en grade, mais qui gouverne avec l'enthousiasme des masses, parce qu'il offre quelque chose que l'intelligent silencieux n'offre pas. Il offre du spectacle. Le nouveau paradigme du leadership n'exige pas de sagesse. Il exige de la visibilité. Il n'exige pas de compétences techniques. Il exige une aptitude à la performance. Il n'exige pas que vous compreniez l'économie pour parler d'économie. Il exige que vous parliez d'économie de manière mémorable, émotionnelle, avec de grands gestes et une certitude infondée. Observez comment cela fonctionne. Le leader charismatique n'a pas besoin d'avoir des réponses. Il a besoin d'avoir une présence. Il parle beaucoup, pense peu. Ses déclarations sont souvent contradictoires, mais sa livraison est toujours confiante. Il n'articule pas des idées complexes, il dramatise des simplicités. Il n'argumente pas, il proclame. Et les masses, habituées à être passives, trouvent rafraîchissant quelqu'un qui au moins semble savoir exactement ce qu'il veut. Les médias de masse, spécialement dans leur forme digitale, amplifient exponentiellement ce phénomène. L'algorithme ne récompense pas la profondeur, il récompense l'engagement. La profondeur ennuie, la provocation divertit. Le médiocre qui crie est plus amplifié que le sage qui murmure, et ainsi à travers la pure mécanique d'incitation technologique, ceux qui devraient être ignorés pour leurs propres insuffisances deviennent des célébrités culturelles. Le charismatique médiocre comprend, même inconsciemment, que son plus grand avantage est de ne pas être prévisible de manière intelligente, d'être impulsif d'une manière qui semble authentique, de dire des choses absurdes qui semblent révélatrices, de se contredire d'une manière qui semble être une évolution de la pensée.
Il opère à un niveau pré-rationnel où la logique linéaire ne fonctionne pas. Et voici le point critique. La population ne le suit pas malgré cela. La population le suit à cause de cela, parce que la prévisibilité est perçue comme de l'arrogance. La consistance est vue comme du dogmatisme. La profondeur est interprétée comme un éloignement. Le chaos qui émane de lui est célébré comme un manque de filtre, alors qu'en réalité, c'est simplement un manque de cerveau fonctionnant correctement. La propagande de l'idiot charismatique fonctionne à travers un mécanisme psychologique spécifique. La confusion entre charisme et caractère. Le charisme est une aptitude à la présence, à la communication, à la performance. Le caractère est l'intégrité, la profondeur morale, la cohérence éthique. Modernement, nous confondons complètement les deux. Nous croyons que quelqu'un qui a une présence intéressante a aussi une profondeur morale. Il n'y a pas de connexion entre les deux. Nietzsche l'a vu. Il y a des maîtres qui utilisent les mots pour cacher la pensée, et d'autres qui utilisent la pensée pour cacher le manque de celle-ci. L'idiot charismatique est le second type. Il utilise des gestes grandioses, un volume de voix élevé, la répétition de slogans, pour cacher qu'il n'y a pas de pensée là. Et cela fonctionne. Cela fonctionne terriblement bien. Nous sommes au dernier stade. Ce point de non-retour où la stupidité n'est plus une exception qui cause de l'embarras. C'est une norme qui cause de la fierté. Où le fou cesse d'être une déviation et devient un modèle. Où l'incompétence cesse d'être un problème à résoudre et passe à être un symbole à célébrer. À ce stade, la société ne tolère pas seulement l'idiot au pouvoir. La société limite. Les enfants ne veulent pas être sages, ils veulent être des influenceurs. Les jeunes n'étudient pas pour comprendre, ils étudient pour rivaliser pour des abonnés. L'éducation cesse d'être une transmission de connaissances et devient un marché de certificats qui valide l'ignorance organisée. L'effondrement intellectuel devient irréversible, non pas lorsque le leader incompétent apparaît, c'est cycliquement courant dans l'histoire. Il devient irréversible lorsque les masses reconnaissent leur médiocrité en lui et la célèbrent. Lorsque l'école cesse de récompenser la pensée critique et commence à récompenser la conformité. Lorsque les médias, au lieu de remettre en question le pouvoir, l'amplifient. Lorsque les institutions facilitent délibérément l'ascension des médiocres parce que c'est moins cher, plus sûr, plus contrôlable. Dans la dernière étape, l'idiot ne gouverne pas seulement les institutions, il gouverne la perception même de la réalité. Il modifie le consensus sur ce qui est vrai. Il redéfinit ce qui compte comme un fait. Il transforme le récit en loi. Et comme il gouverne par l'émotion et non par la raison, son influence est presque impossible à contester avec des arguments, car les arguments présupposent une base commune de réalité qu'il a délibérément détruite. La conscience collective s'effrite. Différents groupes en viennent à habiter des réalités complètement distinctes. Lorsque l'idiot au pouvoir parle, ses partisans croient. Lorsque ces contradictions sont soulignées, elles sont réinterprétées comme de la subtilité. Lorsque ces mensonges sont exposés, ils deviennent des récits différents. La possibilité même d'une vérité objective est dissoute dans un relativisme qui favorise infiniment celui qui est au pouvoir. Et voici l'horreur finale. À ce stade, il n'y a pas de retour par l'éducation, car l'éducation a été délégitimée. Il n'y a pas de retour par les médias, car les médias ont été capturés. Il n'y a pas de retour par les institutions, car les institutions ont été vidées de leurs compétences et remplies de loyauté. L'effondrement, une fois ce cycle enclenché, s'auto-alimente. Plus le système devient stupide, plus il doit l'être pour maintenir la cohérence. La population entière en vient à défendre son propre asservissement. Elle célèbre l'élimination de l'expertise comme une démocratie. Elle interprète la propagation de la désinformation comme une liberté d'expression. Elle voit la mort de la vérité comme une libération des dogmes. Et dans ce processus final, personne ne se rend compte que le palais est en feu. Parce que tout le monde regarde la même illusion de lumière que l'idiot au pouvoir projette. Bonhoeffer a décrit ce moment précis. Le silence face au mal est un crime. Mais dans un contexte où la vérité même est indéfinissable, où le concept même de mal est relativisé, où la compétence pour reconnaître la crise est absente, dans ce contexte, il n'y a pas de silence à briser. Il n'y a que la conformité célébrée comme résistance, l'ignorance glorifiée comme sagesse, l'effondrement mystifié comme transformation.
C'est la dernière étape de la stupidité. Pas quand l'idiot devient leader, mais quand le peuple, collectivement, décide que la stupidité est la voie à suivre, et défend cette voie avec tant de ferveur que toute alternative devient impensable. Le régime de l'incompétence ne se maintient pas par la force, il se maintient par l'abandon volontaire de la faculté critique. Et tant que les gens voudront être idiots, aucune quantité de sages ne pourra les sauver.